Ce soir, je vous parle de la médecine du mot de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a une petite idée de quoi s'agit, de quoi on parle? Non, il n'y a personne en fait qui se lance. J'ai regardé moi sur ton site quand même pour avoir un peu une idée, mais sinon je savais pas trop le terme par en lui-même, mais j'aurais pas pu donner de définition de dire exactement ce qu'il en Ok. était. Ouais. Donc, en fait, on part du principe, voilà, j'aime bien cette phrase qui disait, en fait, l'inventeur Thomas Edison, qui disait, le médecin du futur ne donnera pas de médicaments, mais il motivera ses patients à prendre soin de leur corps, à suivre un régime et à s'intéresser aux causes et à la prévention des maladies. Et je pense qu'effectivement, il y a un siècle et demi, en fait, il disait ça, mais ce qui s'avérait, en fait, parce que là, on rentre dans une société qui est un peu malade, qui a beaucoup de maladies dites chroniques, et sont la plupart, en fait, issues de notre mode de vie. Donc, si effectivement c'est le mode de vie la cause de maladies chroniques, c'est effectivement changeant le mode de vie qu'on doit éviter, prévenir ou soigner les maladies chroniques. Et donc, moi, j'ai dit ça, mais il y a des sociétés internationales, en fait, qui préconisent la médecine du mode de vie. Donc, la première, c'était la American College de Lifestyle Medicine, mais après, il y a la British, il y a la française, il y a l'italien, mais il y a, en fait, partout le monde. Donc, c'est des médecins qui ont décidé d'intervenir frustrés du fait qu'il y a énormément de maladies chroniques et qu'on traite qu'avec des médicaments. Mais si c'est le mode de vie, pourquoi ne pas agir changeant les habitudes pour soigner les maladies mêmes? Et donc, sans lire cette diapo qui est vraiment épuisante, seulement pour vous dire que c'est une spécialité médicale où l'intervention du mode de vie est mise en avance. Donc, c'est pas une médecine alternative ou naïve qui préconise voilà, de mettre des huiles essentielles, même si, à part ça, la naturopathie et l'ayurvède et la médecine ayurvédique et chinoise peuvent avoir leur, comment dire, leur base scientifique, mais la médecine du mode de vie, c'est une médecine occidentale qui préconise le changement du mode de vie comme mise en avance pour soigner les maladies chroniques, où il y a bien évidemment la place pour les médicaments, il y a bien évidemment la place pour les interventions, mais voilà, l'application des 6 piliers du mode de vie, c'est à la base du changement pour les maladies pour soigner ou prévenir les maladies chroniques. Et donc, c'est bien de comprendre que c'est les changements d'habitude qui ont des propriétés thérapeutiques comme méthode principale. Et donc, moi, j'ai fait mon parcours, je suis arrivée là, je me suis diplômée en médecine du mode de vie en 2020 parce que et c'était justement après avoir travaillé dans l'obésité, je me suis dit en fait, mais il n'y a pas, il y a peut-être vous ne le savez pas, mais bon, j'étais chirurgienne bariatrique moi aussi. Donc, faisant le contrôle en post-opératoire, j'étais énormément frustrée du fait que la chirurgie soi-même n'est pas suffisante. Donc, je me suis dit, en fait, il faut comprendre quoi d'autre chose on peut faire pour aider les patients à vaincre cette bataille, cette guerre avec l'obésité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment les changements des habitudes, mais aussi l'éducation, voilà, toutes les choses qu'on peut mettre en place pour améliorer la qualité de vie et la santé des patients. Et donc, ça part du principe qu'effectivement, si on vit dans une société qui est polluée, stressogène, qu'on mange mal, elle est sédentaire, ben c'est comme il dit en fait comme elle dit la phrase en latin, contraria contraris curantur. Donc ça veut dire qu'effectivement, faisons le contraire de ce qu'on fait maintenant, ça peut être l'occasion de soigner. Et tout ça, ça prend en fait la base en fait de ce qu'on appelle le concept de la épigénétique. Parce que quand on voit la plupart des maladies chroniques, on peut dire qu'effectivement, on a
une prédisposition génétique. Souvent, en fait, vous-même, les patients me disent, en fait, oui, mais ma maman est obèse, mon papa est diabétique, ma sœur a eu un cancer de sang. Alors, ça, c'est vrai. Effectivement, dans la plupart des situations, la maladie chronique a une base génétique. Qu'est-ce que c'est donc l'épigénétique? Ça veut dire que ce qu'on a dans nos gènes, ce qui est l'héritage que nos parents nous ont donné, c'est pas écrit dans les marbres. Ça veut dire que à travers nos actions, on peut allumer ou pas certains gènes qui prédisposent ou qui protègent la maladie. Donc, autrement dit, si on a la prédisposition pour le cancer du sang, mais on arrête les tabacs, on commence à bouger, on commence à manger des phytoestrogènes, par exemple, donc des aliments un peu plus végétaux, il y a la forte chance que ça nous protège de développer le cancer malgré la prédisposition génétique. OK? Et ça, c'est l'épigénétique. Moi, j'explique ça peut-être plus loin. Je l'explique. C'est comme avoir, en fait, un grand bâtiment tout allumé. Donc, il y a tous les appartements qui sont allumés. Et donc, à travers, en fait, l'épigénétique, on peut choisir quelle pièce allumer et laquelle éteindre. Donc, le bâtiment, c'est euh, c'est notre code génétique. Et à travers, en fait, l'allumer ou l'éteindre la lumière, on peut décider quels gènes exprimer et lesquels éteindre. Donc ça, c'est important parce que ça nous fait comprendre que même par exemple, méditer, ben, méditer, c'est une attitude qui protège nos chromosomes. L'effet de méditer augmente l'activité des enzymes qui protègent les chromosomes de 30%. Donc, ça paraît anodin, banal, mais effectivement, ça a des effets directement sous nos gènes. Donc, c'est important de comprendre ça parce que chaque action a son résultat au niveau génétique. Donc, c'est important de comprendre que la médecine du mode de vie, c'est une médecine occidentale, pardon, euh, qui par rapport à l'approche que moi-même j'ai eue à l'école de médecine, c'est que la différence, c'est dans le fait que les changements nécessaires sont proposés en premier lieu. OK? En raison du fait que c'est le mode de vie qui est la cause de la plupart des maladies chroniques. Et donc, de quelles maladies il s'agit? Donc, on voit bien évidemment l'obésité, la syndrome métabolique, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, l'ostéoporose. Donc, les 78% des maladies vues par un médecin traitant sont liées au mode de vie. Donc, bien évidemment, c'est très compliqué. Donc, il faut faire aussi prendre en considération ça. C'est très compliqué aussi par un médecin traitant d'aborder un changement de vie avec le peu de temps que souvent ils ont le médecin traitant. Donc c'est clair que face à un diabète, c'est beaucoup plus facile de prescrire la metformine et mettre les traitements plutôt que de prendre le temps d'expliquer qu'il doit bouger parce que effectivement quand on bouge, les fibres musculaires vont boire le glucose dans le sang, donc ça va baisser automatiquement la glycémie et qu'une alimentation plus végétale va sûrement protéger et vider les cellules des fibres musculaires qui sont enrichies de graisse. Donc vous voyez, c'est suivre le patient parce que le but c'est d'aider les changements. Mais puisque la société, ça c'est un épidémiologue très connu en Italie qui disait que la société de l'opulence produit les maladies de l'abondance. Donc, c'est une série de maladies que, franchement, il y a 2 siècles, on trouvait assez rarement, mais que là, on trouve de plus en plus. OK? Et donc, comment appuyer les changements? Donc, là, les changements de l'habitude préconise l'acronyme SMART. Donc, quand on se pose un objectif, il faut que ce soit spécifique, que ce soit défini qu'il soit plus précis possible. Mesurable, ça veut dire qu'on peut déterminer, soit avec une distance, j'ai préconise de marcher 2 kilomètres d'ici à la fin du mois, par exemple. Donc, quelque chose qu'on peut quantifier, que ce soit atteignable, que ce soit rentable pour ma
possibilité au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne peux pas préconiser une marathon si, à la limite, j'ai du mal à descendre les escaliers. OK? Donc, c'est doit quelque chose qui sort de la zone de confort, mais que ce soit possible, réalisable, que ce soit quelque chose qu'on sait qu'on peut avoir accès aux résultats, comme on vient de dire. Et dans le temporel, la T, c'est avoir un défi de façon qu'on ait le temps pour l'atteindre et que pour la date définie, on puisse euh, arriver au résultat. Donc, justement, je vais courir une course de 10 kilomètres en moins d'une heure avant le mois d'octobre et je m'entraînerai pour cela toutes les semaines, 2 fois par semaine, de 17 heures à 18 heures. Donc, c'est un résultat qui est spécifique. Donc, je dois courir la course à pied qui s'appelle les 10 km DJ, mesurable les 10 kilomètres en moins d'une heure. Donc, mon objectif, c'est aussi arriver à la faire en moins d'une heure. C'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est faisable. Et je vais m'entraîner sur l'entraînement est axé sur la course, donc j'ai un objectif pardon, réalisable avant octobre, donc j'ai le temps de m'entraîner, de réaliser mon entraînement 2 fois par semaine, de 17 heures à 18 heures. Donc, le premier des 6 piliers, c'est l'alimentation à base végétale. Parce que, comme il disait Ludwig Feuerbach, l'homme est ce qu'il mange. Et comme on l'a dit, la société de l'abondance crée les maladies de l'abondance. Donc, effectivement, si on voit ce qu'on mange au jour d'aujourd'hui, on fait assez vite le lien entre la plupart des maladies chroniques et malheureusement ce qu'on met à table. Donc, les, le problème, c'est que quand on voit comment elle est fait quand on voit comment il est fait notre système digestif, quand on voit comment il fonctionne notre métabolisme, on a très bien l'idée qu'il est fait pour un homme, pour un être humain qui doit bouger tout le temps. Donc, en fait, nos ancêtres, ils avaient cette capacité d'accumuler de la graisse dès que la nourriture était possible, était présente, et de dépenser au fur et à mesure du mouvement. Mais là, donc, ces contextes primitifs, il est plus réalisable parce qu'en fait, on ne bouge pas. On est tout le temps sédentaire. Donc, en fait, notre système métabolique était inadéquat par rapport à notre société. Et donc, l'objectif, c'est justement soit favoriser l'activité, soit manger autrement. Et sûrement, la façon qui était à la base du développement de notre système digestif, ça veut dire de fonctionner avec des fibres, d'apporter des nutriments, des légumes, des fruits, des céréales complets, parce qu'il n'y avait pas, bien évidemment, tout ce qui était raffiné, et de prendre les microéléments comme le fer, le zinc, le iode, selon la nourriture qui était présente. C'est plus dans les contextes actuels où la plupart des tables sont enrichies que des malbouffes ou en tout cas d'aliments qui sont assez traités et donc pauvres point de vue nutritionnel. Donc, si on doit résumer en fait le pilier de l'alimentation à prévalence végétale, ça c'est un journaliste américain qui dit ça. Je pense que ça ressemble, ça fait le résumé assez proprement, c'est eat food, mange de la nourriture dans le sens proprement dit, hein, de food, de la nourriture vraie, pas travaillée, not too much, pas trop, et surtout mostly plant, surtout végétal. Donc ça, c'est un peu le résumé qui fait comprendre que voilà, il y a quand même du travail à faire sur la façon de préparer manger, sur essayer de manger des aliments qui sont peu traités, de cuisiner le plus possible, pas trop, manger pas trop. On peut cuisiner beaucoup, ouais, on peut faire du batch cooking comme nous l'apprend Claudia, mais de manger de façon raisonnable et surtout végétale. Et donc, bien évidemment, on est passé tout par là. On a fait déjà, pendant le parcours bariatrique, on a déjà vu on préconise souvent
l'effet de compter les calories, ben, compter les calories, c'est pas nécessairement rentable. J'espère que pendant le parcours que vous avez fait en fait pour la chirurgie, on a suffisamment parlé du fait que compter les calories n'est pas rentable sur le long terme et c'est pas nécessairement utile parce que ça nous pose en fait dans une posture de développer facilement un trouble de comportement alimentaire et un rapport avec la nourriture qu'on ne souhaite pas. Donc, je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, l'alimentation intuitive, ça veut dire essayer de manger ce que le corps demande, ce qui nous va de manger dans le moment lambda, c'est très important. Et compter les calories et penser en fait toujours, il faut pas que je mange ça parce que ça va pas bien. Ça risque en fait de nous amener vers des troubles du comportement alimentaire. Et donc, encore, je pense qu'ici en Europe, ça va encore dans la culture en fait de la préparation alimentaire. C'est plutôt, j'espère, ça reste, bon, ça peut que s'empirer de toute manière. Les modèles américains, ça peut que s'empirer, ça peut que voilà, c'est diffusé encore plus et ça va de pire en pire. Mais bon, est-ce qu'il y a la façon justement d'appuyer et de dire, bon, je vais faire delete, je essaie de changer complètement ma façon de manger? C'est possible. C'est possible. C'est pas parce qu'on a mangé fast-food ou comment dire, restauration rapide jusqu'au hier qu'on n'a pas la possibilité de changer notre destin. C'est tout à fait possible. Au contraire, c'est conseillé. Donc, comment elle va être composée, l'alimentation sous base végétale? Donc, la pyramide, c'est bien évidemment composé des légumes, des fruits et des féculents complets. Donc ça, c'est la base, en fait, de la pyramide. Donc, des fruits, des légumineuses, des noix, le moins transformés possible. Euh, c'est important de shifter, je pense, de changer la mentalité, de dire plutôt que de penser à l'exclusion de ce que je vais enlever de mon alimentation, essayer de virer vers ce que je vais introduire. Est-ce que, qu'est-ce que je peux, de quoi je bénéficie, c'est quoi l'avantage en fait de manger une alimentation riche en végétaux? C'est la quantité d'antioxydants, la quantité d'anticancers, d'anti-inflammatoires. Je vais augmenter la capacité de lutter contre le vieillissement, d'avoir des substances, en fait, des molécules qui vont protéger de la maladie plutôt d'enchaîner et de déclencher la maladie comme ils le font les aliments traités, le sucre rapide ou les féculents raffinés ou les viandes. Vous voyez, donc c'est tous des aliments qui malheureusement ils sont à la base de la maladie chronique. Et donc, limiter le plus possible les protéines d'origine animale et les remplacer pour les protéines par les protéines végétales, pardon. Éviter les sucres, les farines raffinées, on vient de le dire. Consommer 3 grammes par jour de graisse oméga 3. Comment on le remplace les oméga 3 dans une alimentation végétale quand on n'a pas de saumon? Ben, on mange soit des grains de lin mollus, des grains de chia, une cuillère à soupe, des grains mollus, des noix ou de l'huile de lin. Donc ça nous donne la base des oméga 3, qui a un effet anti-inflammatoire et protecteur par rapport à notre alimentation végétale. Non, pas par rapport à notre alimentation, mieux si elle est végétale. OK? Et malheureusement, il y a bien évidemment la limitation des graisses, mais pas des graisses n'importe quelle graisse, c'est surtout les graisses qui sont hydrogénées, celles qu'on trouve dans tout ce qui est comment dire, la pâtisserie industrielle, tout ce qu'on trouve dans les produits de four, vous voyez, tout ce qui était traité de façon industrielle pour ne pas moisir. Ils ont traité les graisses et le processus s'appelle déhydrogénation pour faire si que la graisse soit plus stable et qu'elle moisisse pas. Et sauf que ça, c'est très néfaste pour nos artères et pour voilà, la quantité de cholestérol que ça peut produire. Et après, donc là, il y a à la base, en fait, l'effet de manger moins traité possible parce que
au-delà de la pollution et des polluants environnementaux, on a aussi tout ce qui sont les perturbateurs endocriniens qui peuvent agir de façon de changer notre sécrétion hormonale, surtout pour les femmes, mais comme pour les femmes, aussi pour les hommes. Est-ce qu'il y a des questions sur l'alimentation végétale? Il y a quelque chose qui est pas clair? Comme ça, j'en profite pour boire. Vous m'entendez? Mhm. Bonsoir. Je voulais, Bonsoir. je voulais savoir, quand on parle des produits industriels transformés, là, par exemple, vous parliez de cette transformation hydrogène des graisses. Nous, quand on prend des aliments, les aliments de base, les féculents, enfin, tous les ingrédients de base, et qu'on les mélange, on fait une transformation aussi. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre nos transformations et les leurs en dehors de ce genre de traitement pour éviter que la nourriture se périsse? Parce que nous, quand on fait une transformation, quand on fait une recette en mélangeant des ingrédients, on fait un équivalent de transformation industrielle, mais Non. moins toxique. Ouais, c'est mon question, mais c'est pas le même niveau de transformation en fait. En fait, là, c'est vraiment ce qu'on dit toujours quand on lit en fait la liste des ingrédients en fait dans un produit. Si vous arrivez à tout expliquer ce qui est représenté en fait dans la liste des ingrédients, ça veut dire qu'elle est moins transformée possible. Si vous commencez à lire les monocarbonates de sodium et les quelque chose et eux, pardon, avec un numéro, ça veut dire qu'il y a un conservateur. Donc, c'est tous des aliments qui sont chimiques, qui ont été posés dans l'industrie alimentaire pour faire si que l'aliment il soit plus longève possible, qu'il moisisse moins facilement et surtout qui donne en fait ces goûts euh, qui donne en fait cet effet plaisir et qui nous fasse revenir toujours à manger la même chose avec un effet dit addictif. Quand vous faites un minestrone, bien évidemment, vous coupez les légumes, vous chauffez l'oignon, vous chauffez l'ail, vous mettez vos légumes, vous cuisinez en fait les flageolets, mais c'est une transformation qui est naturelle, entre guillemets, qui est à la base en fait de la cuisine. Vous n'allez pas rajouter des graisses hydrogénées pour que le minestrone reste 4 mois dans les frigidaires. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, c'est pas un processus chimique industriel, c'est tout simplement cuisiner. Tout ça, c'est majoritairement lié à la conservation des aliments ou ils font aussi des transformations pour d'autres buts? Les deux, les deux. Et la conservation et l'effet de les rendre additifs. D'accord. C'est les deux principaux, il y a rien il y a rien d'autre. Ah, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, c'est l'industrie alimentaire joue énormément sur la palatabilité de l'aliment. Pour faire si qu'effectivement, quand vous mangez les Kinder Bueno, effectivement, il y a tout de suite les récepteurs de la langue qui disent, ah, mais c'est bon. Bon, bien évidemment, c'est pas à bannir. On est bien d'accord que je suis pas là pour dire que absolument pas, il faut pas le manger. Mais c'est pour vous expliquer que le fait de manger un, c'est très facile en fait que le cerveau ait cette pic dopaminergique donnée par la formation du Kinder Bueno avec des graisses et du sucre dans une certaine dose qui fait si que la montée dopaminergique nous dise effectivement, je suis très bien, attends, j'en mange une autre. Voyez les mécanismes en fait qui à la base en fait de la dépendance du sucre. C'est vraiment le mécanisme des bases de toutes les dépendances des drogues. OK? Mais bon, ça c'est après, je ne suis pas à connaissance de tout, en fait, les pièges alimentaires industriels, mais c'est déjà pas mal en fait. Du moment où vous changez la formation d'une graisse, vous changez la position d'un atome d'hydrogène de droite à gauche seulement pour faire si que le paquet de brioches industrielles dure 4 mois en fait sur l'étagère du rayon au supermarché, mais quand vous la faites chez vous, en fait, la brioche, elle dure 3 jours après elle moisisse. Vous comprenez qu'il y a un changement du gras qui,
par contre, met des mauvais gras en fait dans votre corps. D'accord. OK? Et juste une dernière, est-ce que le mot alicament, c'est en lien avec ce cours? Les alicaments, les aliments, médicaments, c'est un mélange de deux mots. Ah, c'est ce qu'on appelle en anglais les superfoods. En fait, ils ont des super, comment dire? Les termes de superfood, mais moi, dans un bouquin, j'avais lu le terme de alicament. C'était un peu ce que vous avez dit en phrase d'introduction, les aliments qui aident justement à éviter les inflammations des articulations, genre tout ce qui est épi. Mhm, mhm. Le terme est en lien avec ce cours, en fait. Oui, bien sûr. Alors, honnêtement, très honnêtement, j'avais entendu ce mot, mais ces termes, pardon, mais effectivement, si vous voulez, une alimentation végétale anti-inflammatoire est à la base justement de tout ce qui peut être à la prévention du diabète, des douleurs articulaires, du cancer. Donc oui, effectivement, si on mange de façon végétale, et enrichissant nos repas avec les épices, avec toutes les couleurs en fait des légumes et des fruits, on n'est pas loin de ça en fait. On pose des antioxydants, on pose des aliments anti-cancer comme tout ce qui est sont les légumes de la famille des choux. Donc oui, on peut dire effectivement que le brocoli c'est un aliment anti-cancer. Et ces aliments-là, alors certes, c'est des légumes, etc., mais il y a quand même le sujet du fait qu'ils sont, comment dire, remplis d'engrais et de différents polluants. Est-ce que ça ruine pas un peu le travail, en fait? Alors oui, certainement. C'est mieux si on peut, bien évidemment, avoir la certitude qu'on a des légumes de notre potager. Mais bon, bien évidemment, moi, j'ai pas mon potager, je souhaiterais, mais la plupart d'entre nous, en fait, ils sont obligés d'acheter des légumes au marché ou au supermarché ou, ou dans les groupes de consommation, en fait, directement dans les producteurs. Ceci dit, mieux manger des légumes pollués que ne pas les manger. Donc, c'est pas une excuse, hein. Donc, vaut mieux manger des légumes au supermarché, même s'ils sont pas bio, plutôt que d'éviter d'emblée de les manger. Parce qu'à la limite, entre les deux, vaut mieux quand même satisfaire les besoins nutritionnels, même si on n'a malheureusement pas trop de choix pour question de prix ou de possibilités, que ne pas les manger. OK? Ok, très bien, c'est bon pour moi, merci. De rien. Il n'y a pas d'autres questions? Je peux continuer. Oui, docteur, moi j'en ai une. Oui? Vous m'entendez, c'est Rebecca. Oui? Alors moi, ma difficulté, elle est toujours par rapport à la suppression des protéines animales versus protéines végétales. C'est le volume occupé dans l'estomac pour la OK. même quantité de protéines. OK. Et j'ai eu beau essayer des poudres à base d'embelletage, enfin, ou d'embelletage, à base de soja. C'est plus dur d'avoir la même quantité et je sais qu'en vieillissant, le risque de sarcopénie, je voudrais continuer à tenir la même quantité de protéines pour mon Hmm, poids de corps. Et le fait de mettre plus de végétal, c'est plus difficile de manger pour avoir la même quantité, voilà, de protéines. hmm. Donc, si jamais il y a des trucs et astuces, tout ça, c'est Moi, ça me un plaît autre sujet, mais beaucoup. Oui, merci, merci Rebecca. Moi, ça me plaît beaucoup le tofu pour oui, ouais, tous ces composantes. Il n'a pas des fibres le tofu, donc ça marche très bien même après l'opération, dans l'immédiat post-opératoire, parce que justement, vous pouvez les mixer avec voilà, pour faire votre purée avec des carottes, une petite pommette de terre. Et il y a on va dire la formation protéinée, la composition protéinée du tofu, elle est complète. Il n'y a pas trop de fibres, donc ça occupe pas trop de place au niveau de l'estomac. Et voilà, vous avez un aliment qui est un anti-cancer naturel. Donc, moi, d'accord. je suis Je très vais fan tester tout. pardon, du tofu. Et voilà, dans les supermarchés bio, vous trouvez la marque Taifan, qui est très bien faite. Et voilà, je le conseille ça. Après, on peut le faire le tofu façon œuf brouillé. On peut mettre le tofu, par exemple, écrasant dans les smoothies.
ça n'empêche que vous pouvez les mettre dedans dans votre smoothie. Mais on a vraiment, je pense que, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, et même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup des athlètes et des bodybuilders qui sont véganes et qui font vraiment leur succès sur ça, qu'est mangeant des protéines véganes. Donc, on peut bien évidemment satisfaire nos besoins protéinés. Après, j'entends votre demande, c'est par rapport au volume consommé. Donc, quand c'est comme ça, je fais toujours réfléchir sur le fait que si une viande a 80 grammes de viande à 25 grammes de protéines, il y a le reste que c'est du cholestérol et des gras et de l'eau. La même quantité des haricots à 20 grammes de protéines, des féculents, c'est la deuxième partie enrichie, c'est des féculents, mais vous trouvez aussi du fer, du zinc et donc des autres microéléments qui sont très intéressants. Ok. Donc, si effectivement vous avez du mal à satisfaire le besoin protéiné, allez peut-être diminuer la quantité des féculents. D'accord. Hmm. Ok. De rien. Merci. De rien. Et donc, pour continuer, je pense que c'est très parlant, cette phrase qui a été dite en fait par une des premières présidentes de la Société américaine de lifestyle medicine, que c'est chaque bouchée que nous prenons est soit un pas vers la santé, soit un pas vers la maladie. Donc, il faut être quand même conscient de ça et que chaque repas, ça peut faire basculer notre chemin de santé dans un sens ou dans l'autre. Ceci dit, puisque là, la plupart d'entre vous font partie d'un parcours bariatrique, il faut quand même en parallèle soigner le rapport avec la nourriture. Et ça, c'est primordial pour moi. Donc, ça doit pas, je ne veux pas vous vexer ou vous frustrer dans le sens du choix des aliments, même si je sais que beaucoup des patients en post-opératoire ont physiologiquement un appel vers des aliments qui sont moins traités, que la viande ne passe plus et que voilà, souvent, beaucoup de nourritures dites interdites, entre guillemets, c'est beaucoup plus écurant, donc physiologiquement, on la choisit plus. Mais bon, c'est bien de comprendre que quand même, on a la possibilité de choisir. Et donc, comment elle est composée cette assiette? Donc, ça, c'est l'assiette santé de l'Université d'Harvard. Donc, la moitié, vous voyez sur votre gauche, est composée des légumes et des fruits. Un quart, c'est un peu ce qu'on a fait toujours avec Claudia, hein. Donc, un quart, c'est constitué de protéines santé, où les protéines santé sont plus fréquemment constituées des légumineuses. Mais bon, autrement, si on décide d'avoir une alimentation omnivore, on décide plutôt de la volaille ou du poisson. Éviter les bacon, éviter en fait tout ce qui est la viande traitée, transformée. Après, manger des céréales complets, donc manger des céréales comme le riz brun, le pain intégral, les pâtes complètes et limiter les céréales raffinées. Donc ça, c'est choisir les aliments des saisons. Donc, je fais toujours le principe en fait de l'arc-en-ciel. Ça veut dire que dans la semaine, j'essaie de mettre toujours des légumes et des fruits des saisons, changeant la couleur. Parce que chaque couleur, comme on l'a dit en fait dans le cours d'alimentation végétale, vous avez aussi les YouTube sur ça, chaque couleur a ses, comment dire, qualités nutritionnelles différentes. Si le repas, si vous êtes vraiment vers une alimentation plus végane, ben ça, c'est la même assiette, donc la moitié fruits et légumes. Donc, on a les féculents complets, on a notre aliment riche en calcium, surtout les tofu, les noix, tout ce qui est légumes à feuilles vertes foncées, comment ça s'appelle, les salades. Et après, donc, on a des protéines végétales, donc le légumineuse, tofu et soja. OK? Et sans oublier tout ce qui est les oléagineux. À côté, une alimentation végétalienne complète demande de remplacer la B12 et la vitamine D d'hiver.
Mais bon, la plupart, même si on a l'alimentation omnivore, en tout cas, il faut supplémenter en B12 et en vitamine D. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, le deuxième pilier, c'est l'activité physique. Donc, c'est important de comprendre qu'encore une fois, on agit avec l'épigénétique. Et donc, c'est bien de comprendre qu'on a des activités dans notre corps qui ont des buts différents. Alors, les activités dites homéostatiques sont celles qui s'autorégulent toutes seules. La température, la pression, la balance ionique. Donc ça s'appelle des activités homéostatiques. Mais on a aussi des activités allostatiques. Ça veut dire que plus on les entraîne, plus elles s'améliorent. Donc, ça veut dire les capacités cognitives, la mémoire, la fonctionnalité des mitochondries, la masse musculaire et la production d'hormones. Donc, c'est bien de comprendre ça parce que si on agit justement sur la masse musculaire, on peut donner des variations. Donc, ici, c'est le concept de épigénétique que je vous disais tout à l'heure. Donc, on allume, en fait, si les gratte-ciel, c'est les codes génétiques, ben, on peut allumer ou éteindre les lumières selon nos activités. Et donc, effectivement, le fait de faire l'activité physique peut allumer des gènes protecteurs, par exemple, pour les diabètes, plutôt qu'étendre, par exemple, la prédisposition à une dépression. Parce que l'activité physique, soi-même, c'est bénéfique pour le bien-être psychologique. Donc ça, pourquoi faire de l'activité physique? Il y a demi-raisons pour lesquelles faire activité physique. Pour diminuer la mortalité, pour diminuer les maladies, pour diminuer l'hypertension, le diabète, mieux contrôler les cholestérols, les triglycérides, diminuer les risques d'un cancer du sein, du côlon, de l'utérus, de l'œsophage, des reins, du poumon, de l'estomac. Donc, pas mal augmenter notre capacité cognitive, augmenter la qualité de vie, diminuer les risques d'Alzheimer, diminuer l'anxiété et la dépression, améliorer le sommeil, euh, réduire le poids ou stabiliser le poids, surtout après une chirurgie bariatrique, augmenter la santé des œufs, augmenter la fonctionnalité physique, ce qu'on appelle la fitness, donc la capacité de l'homme, en fait, de l'être humain, de faire face à ses besoins et diminuer les risques des chutes et des dommages faits par la chute. Donc, finalement, effectivement, il y a beaucoup d'avantages et c'est justement pour renforcer aussi et réparer et régénérer nos neurones. C'est très compliqué à faire comprendre, surtout aux étudiants qui passent souvent leurs après-midi sur les bouquins plutôt que de faire de l'activité physique. Tandis que quand on fait de l'activité physique et on produit les facteurs de production et de régénération neuronale. Donc, ça veut dire que quand on est étudiant, et on sort pour un petit jogging, on revient, on apprend beaucoup plus facilement. Mais ça, c'est aussi véritable aussi quand on est adulte. Donc, c'est bien de comprendre que passer sa journée à travailler, c'est épuisant et ça fait que du mal. Tandis que si vous faisiez une petite pause pour tout simplement aller marcher ou c'est faire, je ne sais pas, 10 minutes d'activité physique, ça pourrait justement remettre le bien-être psychologique et cognitif en première position. Et ben, pourquoi bouger? Donc, désormais, comme on dit, sitting is the new smoking. Donc, rester assis, la sédentarité, c'est le nouveau tabac. Donc, on luttait, bien évidemment, autrefois, il y avait la cigarette barrée. Be aware of the chair. Fais attention à la chaise. Et donc, quel exercice choisir? Donc, on a différents types d'exercices et chaque type d'exercice est assez bien fait. Donc, on a les exercices dits d'endurance ou aérobiques, qui, on va dire que pendant cet exercice, les muscles du corps sont mis en mouvement de façon rythmique pendant une période prolongée. Et on a des exercices de force, de renforcement qui provoquent une contraction musculaire. Et l'objectif, c'est d'augmenter la masse maigre et la force musculaire. Après, on a des exercices de flexibilité où on va augmenter l'amplitude des mouvements des articulations des muscles entre deux articulations, donc tout ce qui est yoga par exemple, au pilates. Et après, on a les exercices d'équilibre. Ça veut dire de résister
aux stimuli déstabilisants. On a besoin d'augmenter l'équilibre, surtout en vieillissant, pour éviter justement les chutes qui peuvent être des chutes euh, fatales. Donc, c'est bien de comprendre. J'ai mis en fait les comprimés pardon, et les gélules ici parce que c'est bien de voir l'activité physique comme une prescription médicale. Donc, j'avais justement une fois une patiente, en fait, on avait préconisé ensemble qu'elle allait recommencer à aller à la salle de sport. Et donc, au rendez-vous de contrôle, elle me dit, oui, j'ai commencé à aller à la salle de sport. Finalement, plutôt que d'y aller une fois par semaine, j'y vais trois. Eh bien, je dis, finalement, ça vous plaît beaucoup. Ben non, ça me plaît pas. Mais j'y vais parce que c'est comme une prescription. Quand je prends, en fait, l'Inexium, je vais à la salle parce que je dois y aller. Donc, voir qu'effectivement, alors, c'est pas joli. Bien évidemment, le but, c'est que chacun trouve un sport, une activité lui plaît, qu'il y va facilement et sans trop de résistance. Mais bon, si on voit l'activité physique comme, en fait, choisir d'aller mieux et donc de se soigner à travers l'activité physique, c'est un changement de mentalité. Comme j'ai dit, euh, rester en couple, c'est difficile, le divorce, c'est difficile. Donc, il faut choisir, en fait, les difficiles qu'on veut. Vous voyez, parfois, c'est toujours difficile. Donc, il faut aller à droite, à gauche. C'est quand même difficile. Donc, comprendre le niveau de difficile qu'on peut arriver à soutenir. Donc, bien évidemment, être sédentaire et avoir des problèmes de santé, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et aussi, aller à la salle et bouger les fesses, c'est très difficile et ça peut être très compliqué. Donc, il faut voir où est-ce qu'on veut y aller. Après, l'autre pilier, c'est la gestion du sommeil. Donc, la gestion du sommeil, ça veut dire qu'une vie est faisable et ça va être saine si la qualité du sommeil, elle est bonne. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on voit la définition du sommeil, elle est essentielle. Ça, c'est la définition sous les textes. Le sommeil est essentiel pour la santé physique et mentale. Donc, ça, c'est la définition. C'est masculin. Le sommeil est un état comportemental réversible de désengagement perceptif de l'environnement. Donc, on le fait en décubitus postural avec les yeux fermés. Ça, c'est le sommeil. Donc, c'est réversible parce que sinon, ça se rappelle coma. C'est pas souhaitable. Et donc, on en a besoin, mais c'est important que ce soit dans la définition parce que si on commence à abîmer le sommeil, la santé physique et mentale va sûrement en ressentir. Et donc, bien dormir, c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire pour notre santé. Moi, je donne toujours l'image de la Tesla ou désormais, en fait, de toutes les voitures rechargeables. Donc, si on ne recharge pas la voiture, on va nulle part. Si on ne recharge pas les téléphones, on n'appelle pas, on n'utilise pas. Donc, si on ne dort pas ou on abîme énormément notre qualité du sommeil, on n'arrive nulle part. Donc, pourquoi il est compromis? Parce que c'est les problèmes d'anxiété, de dépression, parce qu'on a un mode de vie qui est continuellement stressogène, qu'il faut produire plus, faire plus, atteindre plus d'objectifs, avoir 2000 choses à faire, et aussi pour la pollution lumineuse. Ça, c'est un des facteurs qui est arrivé le siècle passé quand la lumière est arrivée dans nos maisons. Pourquoi c'est perturbateur? Parce que notre système euh, veille-sommeil est réglé par la lumière. Autrement dit, quand il y a la lumière, les messages de lumière est transporté de la rétine vers ce qu'on appelle notre horloge principale qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques qui va régler lumière, séjour, on se réveille, noir, on s'endort. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, la pollution lumineuse fait si que l'exposition à la lumière, surtout l'onde bleue, réveille et donne l'information au cerveau, séjour, réveille-toi. Sauf que quand la lumière bleue arrive à réveiller le cerveau, lui diminue ou empêche la sécrétion de mélatonine,
que normalement, elle commence en fait à augmenter en fin après-midi, vous voyez, dès qu'il commence à faire noir, commence à augmenter à l'endormissement pour avoir un pic 2 3 heures après l'endormissement. Si ici, à 21 heures, on a les écrans, ben, la mélatonine, elle va être produite plus loin, plus tardivement. Et donc, tout ce qui est les cycles du sommeil, les trains du sommeil va être procrastiné, retardé. Sauf que le matin, bien évidemment, tout le monde, il n'y a pas de princes et de princesses ici, tout le monde doit se lever, aller au travail. Donc, effectivement, le fait de procrastiner l'endormissement ne fait que travailler sur la dette du sommeil. En plus, si on en rajoute de l'insomnie pour les problèmes psychologiques, de la syndrome de l'apnée obstructive, en fait, il y a tous les facteurs pour faire si que notre sommeil soit de moins en moins réparateur. Donc, pour faire comprendre comment il est structuré le sommeil, j'ai mis une image en fait de mes enfants dans les textes. Donc, les sommeils, c'est un train qui rentre en gare. Ça, c'est quand on a les symptômes du sommeil, on commence à se frotter les yeux, on commence à bâiller. Et donc, ça, c'est les trains qui rentrent en gare. Après, on a différents niveaux, on a différentes étapes. On a un sommeil léger quand on commence à s'endormir. Après, on attend le sommeil profond. Et on termine chaque cycle avec un sommeil paradoxal, qui s'appelle sommeil REM, parce que tout le corps est pétrifié, sauf les yeux qui font des mouvements à droite à gauche. Et ça, c'est le sommeil des émotions, c'est le sommeil des rêves, c'est le sommeil réparateur dans les points de vue émotionnels, tandis que le sommeil profond est réparateur point de vue du corps, du facteur de croissance. Donc, on a 4 5 cycles, ça dépend en fait de la durée de nos nuits, des trains qui rentrent en gare. Et en fait, c'est bien de comprendre la structure parce que le sommeil profond est plus important dans la première partie de la nuit et le sommeil REM, le sommeil paradoxal, c'est plus abondant à la fin de la nuit. Mais on a besoin des deux côtés. On a besoin du sommeil profond et du sommeil paradoxal pour le lendemain matin se réveiller, avoir géré en fait les problèmes musculaires, avoir géré les problématiques émotionnelles ou avoir appris et stabilisé la mémoire des choses qu'on a appris à l'école si on est étudiant. Et donc, c'est important de comprendre que le sommeil est très important. Et combien d'heures on doit dormir, ça dépend de nos âges. On va dire que moyennement, pour les adultes, c'est vers les 7 8 heures. Mais bon, les besoins, c'est décroissant, en fait, selon l'âge. À l'augmenter de l'âge, ça diminue, en fait, les besoins du sommeil. Et la population va se trouver dans une moyenne de 8 heures. Après, on a des personnes qui ont besoin plutôt de 7 heures et des personnes qui ont besoin un peu plus de 9 heures. Après, il faut distinguer les besoins du sommeil d'un sommeil qui n'est pas efficace. Parce que bien évidemment, si on n'a pas la production de mélatonine, si on fait des apnées du sommeil, on peut dormir 10 heures, mais on se réveille le lendemain matin quand même fatigué. Et ça, il faut aussi comprendre ce qu'on appelle l'hygiène au niveau de la chambre. Donc, on a fait bien évidemment l'atelier aussi sur l'organisation de la maison. Mais la chambre, l'environnement est très important. Donc, ça doit être le plus épuré possible, sans éléments électriques, télé, téléphone à charger, tablette. Donc, tout ce qui est électrique doit être en dehors de la chambre. OK? Donc ça, c'est compliqué quand on regarde souvent la télé, en fait, dans nos lits. Donc, réduire le bruit, donc comprendre est-ce qu'il faut investir dans des bouquets pour, si on a des bruits, en fait, de l'extérieur de la ville ou des lumières de ville, donc mettre plutôt des masques et avoir, en fait, cette routine de soi pour faire comprendre, comme on le fait avec les enfants, que les corps peut s'étendre parce que justement, on est vers la fin de la journée. OK? Et après, au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le sommeil? Donc, éviter les boissons contenant la caféine à partir du début d'après-midi. Moi, je dis limite 14 heures.
parce que la caféine a une demi-vie de 7 heures. Donc, on risque de boire un café à 16 heures et avoir la moitié de la caféine qui est à 11 heures et encore là qui circule et qui nous éveille. Limiter pendant la journée, bien évidemment, éviter l'alcool, éviter de grignoter après dîner parce qu'on va se coucher avec le contenu alimentaire dans l'estomac. Éviter les aliments riches en sel parce que ça risque de stimuler en fait la déshydratation et donc l'envie de boire. Euh, Dîner au moins 2 heures avant de se coucher, justement pour ne pas avoir le processus digestif pendant le sommeil. Euh, Favoriser les aliments riches en calcium et en tryptophane qui sont à la base de la formation de la sérotonine. Donc, les bananes, les fruits secs, les miels, donc les féculents, les cerises. Et, si possible, avoir cette habitude de prendre les infusions, par exemple des camomilles ou des valérianes. Donc, c'est tout en fait des infusions qui favorisent la détente et aussi la relaxation. Pour ce qui concerne les lumières, augmenter l'exposition de le matin, voir le soleil, parce que l'exposition de le matin au soleil, ça nous donne en fait l'information aux rétines. Ces jours, on bloque la sécrétion de mélatonine. Donc même si on reste à la maison, ouvrir les fenêtres et s'exposer dans un balcon justement pour donner cette information. Augmenter l'activité physique, surtout si on peut la faire à l'extérieur, encore mieux. Et dès qu'il commence le crépuscule, dès qu'il commence à faire nuit, essayez de respecter la luminosité naturelle de la pièce. Donc, des lumières chaudes, jamais froides, et éviter justement d'allumer les vélodromes chez nous, mais plutôt faire une ambiance plutôt soft et plutôt, comment dire, délicate en sens de lumière, pas trop allumée. Éviter bien évidemment les lumières bleues qu'on a dans les écrans, dans les tablettes, dans la télé, dans la liseuse. Après, malheureusement, quand la nuit s'approche, il y a une montée pour certains du stress et donc augmenter tout ce qui sont les méthodes pour favoriser la relaxation. Les bains chauds, les huiles essentielles, la méditation, les journaux intimes, les yoga nidra. Donc, c'est tout en fait des pratiques, la respiration, des exercices de respiration, c'est tout en fait des méthodes qui en fait vont étendre les systèmes nerveux sympathiques et celui du stress pour favoriser et allumer les systèmes parasympathiques, qui est celui de la relaxation et de la digestion. Donc, c'est bien de faire ce passage, ces switches, pour justement éviter de se coucher avec tous les pensées, avec toutes les problématiques de la journée. Sinon, bien évidemment, on fait des tours du monde et on ne s'arrête jamais. Après, bien évidemment, un deuxième recours, on a tout ce qui est les thérapies cognitivo-comportementales pour l'insomnie ou des supplémentations de mélatonine si on a vraiment un trouble circadien qu'on doit régler parce qu'on est complètement décalé à cause du travail ou à cause en fait de l'exposition aux écrans. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux piliers, à l'activité physique et au sommeil? Ça, j'en profite pour boire un petit coup. Alors moi, c'est une question bête, mais je vois que tu as noté éviter la présence d'animaux dans la chambre. Ah oui, Ça m'interpelle en fait, parce que le reste, j'arrive à le comprendre, et là, je me dis en quoi ça gêne quelque chose. Pour le bruit, pourquoi? ben, parce qu'on a des animaux nocturnes comme les chats Ah, ok, voilà. qui te réveillent en fait la nuit. En fait, ils coupent ton sommeil. Ouais, ouais, je vois, moi, quand elle vient, ma chienne, elle me casse les pieds la nuit. Ouais. Elle veut rentrer sous le lit avec nous, là, la couette, et du coup, elle me réveille, elle vient me couiner dans les oreilles, c'est vrai. Ok, voilà, c'est dans le Et- sens où ça nous coupe le sommeil, en fait. Ok, eh oui, eh oui. Alors, ok. Oui. bonjour. Bonjour. Euh, alors, moi, en fin de compte, bon, les animaux, ça me dérange pas du tout dans la chambre. Ok. Et au contraire, euh, la chatte qui vient dormir avec nous, elle se met à côté de moi et moi, j'arrive à m'endormir en lui sonnant une face. Ah ouais, voilà. Là, c'est le Et doudou, en fait. après, C'est pas un voilà. chat. Et en fin de compte, eh ben, je m'endors. Et après, le fait que même si elle part la nuit, hein, c'est pas un problème pour moi. Mais voilà. Alors, quand je lui ai donné cette habitude, donc elle m'a donné cette habitude, Ouais. voilà.
Bon, Donc, en fin de compte, en fait, ça vous endort ça vous aide, pardon, à vous endormir, mais après, elle fait sa vie, elle vous réveille plus, en ah fait. non, non, pas du tout. Ouais, voilà, elle est sage, c'est un Ah doudou. oui, oui, oui. Bon, c'est un peu mon mari qui râle, mais Ouais, bon, ça, voilà. c'est autre chose. C'est autre chose. Mais justement, pas dans l'environnement, mais c'est dans les éléments perturbateurs, il y a souvent le conjoint, hein, donc, Oui, mais Les bon, non, ronflements et après, tout. bon, c'est pas qu'il me dit quelque chose, mais bon, voilà. Et après, il me dit, mais après, c'est pas grave, il dort. Donc, non, mais je vais vous taquiner un peu sur ça parce que il y avait vraiment des études, on en a parlé sur le séminaire en fait du sommeil, de cette enquête faite menée par IKEA où en fait ils allaient voir selon le lit qu'ils achetaient comment ils dormaient. Effectivement, c'est pas scientifique, donc je vais pas la citer, mais effectivement, qui dort seul dort mieux. Donc, effectivement, l'effet d'avoir des conjoints, surtout s'ils bougent, s'ils ronflent, s'ils ont des horaires différents de nôtres, c'est perturbant en fait pour la qualité du sommeil. Ouais, Donc, le- moi, c'est ce que les j'allais chambres à part, pour moi, c'est une très bonne solution. Moi, j'ai pas de chambre à part, mais Alors moi non plus, j'ai pas la chambre à part, mais c'est vrai que ça peut être très perturbant d'avoir son mari ou son conjoint à côté de soi qui ronfle parce que selon le taux, on va dire, hein, de ronflement, ça peut être particulièrement dérangeant. bien Moi, je sais que sûr. je dors avec des boules qui comme ça, au moins, je suis Voilà. sûre de ne pas être dérangée. Ouais, c'est une solution, exactement, Audrey. Ouais. Parce que le mieux, c'est de trouver le sommeil dans le calme total. Moi, je sais que pour poser mon cerveau, pour éviter qu'il tourne dans tous les sens, qu'il est Ouais. déjà en train de penser à demain et au mois prochain, je me mets le petit bambou et je me mets un petit son, tu sais, un son blanc, un petit son comme Ah, ça. chouette. Très bien. Et il y a que ça. Si je l'ai pas, je sais que je peux tourner 1 heure et demie en rond. Et là, maintenant, j'ai l'impression que je me suis créé un toc parce que je peux plus trouver le sommeil Ouais, si ouais. j'ai pas mon petit bon. Mais c'est pas gênant de s'endormir avec un petit son, c'est Ah léger, ben, c'est juste histoire de connecter. pas du tout en fait. Parce que ce qui est perturbateur du ronflement, c'est qu'au moment donné, les décibels du son du ronflement, ils arrivent en fait à réveiller, même si c'est pas un réveil, on me dit, ah bon, il ronfle, je donne un coup de poing, mais voilà, ça réveille quand même le cerveau. Et donc finalement, l'aller en le sommeil profond, c'est difficile quand on a quelqu'un qui ronfle. Parce que ce que je vous ai dit, en fait, dans l'image de train, c'est qu'on a 400 cycles, mais à la fin de chaque cycle, il y a un réveil. Ça, c'est physiologique. Tout le monde les a. C'est 2 secondes, mais c'est la coupure, en fait, des passages d'un cycle à l'autre. Donc, c'est clair que si les réveils, à la place d'être 5, elles sont 18, eh bien, ça devient compliqué, ça devient problématique. OK? Oui, oui, Je, c'est un peu majeur. Yoda, j'ai une question. Oui. Pourquoi on se réveille à la fin de chaque cycle? Alors ça, je ne sais pas. Je sais pas Ah. répondre. C'est ce qui est la physiologie en fait du sommeil, c'est reprendre. C'est pas un réveil, comme j'ai dit, c'est pas un réveil des 5 minutes. C'est vraiment l'activité cérébrale qui Hmm. passe. Mais c'est une très bonne question. Je sais pas vous Ok. répondre. Mais il n'y a pas de Désolée. souci. C'est pas grave. Enfin, moi, Je je pense sais que le sommeil était un coma contrôlé en fait, et que Ah oui. ce genre de mini réveil, c'était pour éviter de tomber dans un coma profond. Après, Euh, après, je oui, suis. bon, c'est des structures en fait différentes au niveau cérébral. Donc, comme je vous ai dit, le REM, c'est vraiment hyperactivation cérébrale, on voit vraiment que ça part dans tous les sens. Quand on voit les électroencéphalogrammes, c'est comme en fait une activité d'éveil et la seule chose qui bouge, c'est les yeux. C'est incroyable, mais on est complètement paralysé. Et donc justement, l'étape suivante, c'est avoir le cerveau éveillé, les corps qui commencent à bouger justement pour ne pas avoir ce sommeil paradoxal qui est trop prolongé. Ouais. Moi, je sais que j'ai vu une sacrée différence parce que avant, je ne savais pas m'endormir sans avoir le son de la télé Mhm. actif dans la chambre. Et mon sommeil s'en est ressenti parce qu'il était de beaucoup moins bonne qualité depuis que j'ai pris l'habitude de lire
avant Mm. de dormir sans avoir d'écran d'allumé finalement à mes côtés, bah, je vois bien que la qualité de mon sommeil est bien plus importante. Je me lève plus tôt, mais très en forme. Je suis prête à attaquer ma journée. Et le soir, je sens bien le rythme que vous disiez, Viola, où on a la mélatonine en fait naturelle qui se fait. Et du coup, en fait, bah, arrivé le soir, effectivement, je sais que vers 21 heures, il est temps que j'aille me coucher parce que je suis fatiguée, je le sens. Et j'ai besoin de lire. Et après, hop, je m'endors. Ah oui, Pas forcément besoin de lire beaucoup, alors qu'avant, j'avais besoin d'écouter ou de regarder la télé longtemps avant de ah dormir. oui. C'est Là, ça a incroyable. un effet différent. Ouais, c'est incroyable. C'est très beau ce que vous dites, hein, parce que c'est vraiment un effet complètement différent sur notre cerveau. Mm. Très bien. Merci pour votre témoignage, Audrey. Rien. Allez, on continue? Allez, on a les trois prochains piliers. Donc, c'est la santé mentale. Donc, c'est comment on agit sur le stress. Donc, le stress n'est pas, soi-même, il n'est pas néfaste. C'est comment on réagit au stress qui est néfaste. Et ça, c'est l'endocrinologue qui, en premier, il a quand même compris les effets que le stress a dans notre corps. Et donc, c'est bien de comprendre que physiologiquement, chaque action, chaque chose qui nous arrive détermine un changement. Donc, bien évidemment, là, il y a quelques minutes, en fait, quelqu'un a frappé ma porte. Il y a quand même une réaction stressogène. Je dis, mais qui c'est à cette heure? Pourquoi je suis là toute seule? Pourquoi qui frappe la porte? Mais après, ça peut prendre des proportions gigantesques où je peux justement arriver à le maîtriser. Donc, c'est ça la différence. Mais chaque chose qui nous arrive, même un texto qui arrive maintenant, c'est qui, pourquoi? Et donc, ça peut vraiment déterminer la différence, comment nous, on réagit au stress. Après, moi, j'aime bien la notion euh, des philosophes, en fait, de la Grèce archaïque, qui disaient katamatron. Ça veut dire dans la juste mesure. Ça veut dire que chacun a sa capacité de réagir au stress. Donc, et c'est proportionnel par rapport à ce que sont nos capacités. Moi, je me demande toujours comment ils font les présidents à durer 7 ans, à prendre 12 avions par semaine, à avoir des réunions tout le temps, à prendre des décisions très importantes et gérer cette quantité de stress. Mais c'est parce que c'est des personnes qui sont faites pour avoir une capacité de réagir au stress plus flexible, plus résiliente par rapport à d'autres personnes qui sont un peu plus fragiles. Mais chacun est différent. Ce qui est important, c'est comprendre où on peut s'arrêter, ou jusqu'à où il faut sortir de la zone de confort, et chacun a ses propres limites. OK? Bon, après, Donc, on voit les présidents qui vieillissent très mal, hein. Au bout de 5 ans, ils ont pris un sacré coup de vieux quand même, hein. ouais. Donc, on Voilà. voit quand même le stress, l'impact que ça a dessus, hein. Ben voilà, merci justement, parce que peut-être que eux, ils gèrent une dette du sommeil comme ça, mais effectivement, la biologie, après, quand Ah même, ouais, elle avance. ça parle, ouais. Elle parle justement. Et encore qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas s'ils ont été malades, si Mm. voilà, ils ont des cancers, donc on ne sait pas tout. Dites-moi, Audrey. Je disais, je trouve que ça a été très flagrant. Enfin, moi, je l'ai beaucoup vu sur Barack Obama. Ah oui, sur lui, ça a vu en fait beaucoup. Hein. Ouais. Et je pense que aussi à la sortie de son mandat, être remplacé pour Trump, tu as envie de te Ça n'a pas suicider. Bon. aidé. Il n'a pas lâché l'Amérique en paix, oui. Voilà, exactement. Des moments, quand même, je me suis battue pendant 7 ans et après on jette tout à la poubelle en fait. Donc, c'est bien de comprendre que donc les gens utilisent le mot stress, mais effectivement, on a deux sortes de stress. On a le stress et le distress, détresse, comme des synonymes, mais c'est pas le cas en fait. Donc, le stress de la douleur, du chagrin, de la nervosité, de la souffrance, et après, il a le mauvais stress. Hein. Mais ça sert justement comme pilier pour déterminer un changement, pour affronter des événements, pour construire la résilience. Donc, c'est bien de comprendre le stress bon, du distress qui est le mauvais stress. Hein. Et comme je vous ai dit, en fait, la réponse à tout demande d'action, c'est une réponse du corps au stress. Et donc,
le bien-être mental et le mode de vie. Comment agir? Bien évidemment, on peut mettre en place des stratégies non pharmacologiques, ça veut dire, euh, la traduction n'est pas correcte, mais c'est être dans la mindfulness ou de la pleine conscience, être en présence de ce qu'on fait. C'est n'est pas des n'est pas comment dire mettre en valeur le côté créateur et créatif comment dire des créatifs que tout le monde a et qui doit être toujours exprimé, que ce soit à travers la peinture, que ce soit à travers la danse, que ce soit avec le coloriage, que ce soit avec l'écriture ou la musique, mais tout le monde a un côté créatif qui doit toujours être soutenu. Après, pour le bien-être mental, on a bien évidemment tout ce qui est massage. Les massages corporels sont très importants parce qu'il y a la production d'oxytocine qui crée les liens, on le verra tout à l'heure. Les tai chi, donc tout ce qui est la méthode en fait des respirations et des mouvements énergisants qu'on a un peu commencé à faire au début des séances avec Cécile quand on fait le yoga. On peut justement se dédier aux autres avec le bénévolat et on peut avoir des activités, des loisirs, des activités vraiment qui nous rendent, comment dire, utiles à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est comment construire le bien-être. Après, promouvoir de l'autogestion. Donc, si on a suivi, par exemple, un parcours avec des techniques cognitivo-comportementales avec un psychologue ou une psychologue, c'est de mettre en place justement des exercices de pleine conscience, développer en fait la capacité de résoudre le problème, augmenter l'humour. L'essence d'humour, c'est très importante pour toute solution hein, et ça fait du bien. J'invite beaucoup en fait à regarder des films voilà, qui fassent sourire, qui fassent rire parce que c'est très important de mettre ça en fait, surtout quand on va pas bien, mais on n'y pense pas nécessairement. Et voilà, exercer et mettre en avant ou travailler avec un professionnel sous l'affirmation de soi pour imposer et apprendre à mettre ses barrières et ses limites pour ne pas se faire envahir par la demande des autres et ne pas être toujours à dire oui parce qu'on se sent toujours à un défaut. Après, c'est encourager à demander de l'aide et à bénéficier justement du soutien social. Donc, écrire aux personnes qui pourraient nous aider, demander de participer en fait dans les tâches quotidiennes ou voilà justement permettre l'accès à des réseaux sociaux qui surtout ici en France ils sont bien développés. Il y a vraiment des associations qui sont qui donnent de l'aide un peu partout. Après donc pour terminer on a l'avant-dernier pilier, c'est l'abstention aux substances toxiques et volatiles. Donc, comment dire, les substances toxiques, pardon, c'est le tabac et l'alcool. Donc, je pense que c'est assez évident pourquoi il faut les arrêter. C'est des cancérogènes dans les deux situations, addictifs, tous les deux. Et comment on les arrête? Ben, on peut arrêter justement encore une fois avec du coaching à travers des thérapies cognitivo-comportementales. Pour ce qui concerne le tabac et l'alcool aussi, on a des médicaments soit donc au niveau pharmacologique qui remplace la nicotine, soit pour l'alcool qui donne du dégoût de l'alcool, soit associant les un le coaching ou comment dire le coaching et la thérapie cognitivo-comportable avec les médicaments. Donc, c'est bien de comprendre pourquoi l'alcool, parce que la consommation excessive d'alcool est associée aux 10% pardon, de cancer, des accidents. C'est une première cause d'accident, c'est l'alcool. Et ça donne en fait les 7% des décès. Donc, il y a un risque non seulement des cancers, mais aussi de développer en fait tous les maladies chroniques dont on a parlé. Alors oui, effectivement, on sent beaucoup, surtout ici en France, que les vins rouges, c'est protecteur. La molécule protectrice, c'est le resveratrol. Et vous le trouvez bien évidemment dans les raisins et dans les cacahuètes. Donc, si vous voulez vraiment vous protéger,
vous pouvez boire de jus de raisin avec les cacahuètes en apéritif. Et d'ailleurs, parce que je viens justement de faire une visite sur ça avec une patiente qui avait des problèmes un peu d'alcool, c'est pas une alcooliste, alcoolisée, mais c'était quelqu'un en fait qui avait du mal en fait à se calmer, à se détendre sur l'alcool. Le passage vers tout ce qui sont les solutions sans alcool qui vont là sont très à la mode, très réseaux sociaux, ce qu'on appelle les mocktails, ça veut dire le cocktail sans alcool. C'est très joli, je pense que c'est voilà, il y a les solutions avec les ginger beer qui c'est un peu gazeux, donc voilà, dans la chirurgie bariatrique, il faut vraiment limiter. Mais voilà, on peut avoir des solutions assez agréables sans forcément boire de l'alcool, hein. Si on veut vraiment partager des bons moments avec d'autres personnes, mais on ne veut pas boire d'alcool, on peut faire quand même autrement, qui est boire du coca ou nécessairement boire du vin. Et à la fin, c'est très important, les relations personnelles et sociales. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est la souffrance. Donc ça, c'est très important parce que on a un peu ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Désolée, ça n'était pas traduit. Donc, dans les besoins physiologiques, on a ça, c'est la pyramide des besoins des Maslow. Et donc, la pyramide, c'est les besoins physiologiques d'être nourri, de boire, de manger, de dormir, de faire l'activité physique. Donc, on a après des besoins de certitude et on a des besoins de faire partie d'un groupe et on a besoin d'amour. Donc, c'est très important de comprendre que les relations sociales, c'est essentiel pour augmenter la connexion avec les autres. L'effet de s'embrasser, et c'est très important. Si on peut le faire, ça augmente la confiance en soi, ça réduit la peur, ça augmente la reconnaissance des émotions et augmente la capacité à interpréter les expressions faciales. Donc ça, c'est la connexion directe. Après, justement, on a aussi avec les animaux, donc ça, c'est très mignon, hein, parce que c'est joli parce que la production d'oxytocine, donc l'hormone de bien-être qu'on produit justement qui facilite les connexions, elle est produite par le maître qui est pour en fait l'animal. Donc les deux en fait bénéficient de cette relation qui est assez mignonne et assez jolie. Et après, donc, on a aussi la connexion, donc on a dit avec les autres, avec la société, avec les personnes qui nous entourent, avec les voisins, si on a la chance, avec les autres personnes de l'école, les mamans d'école, du caté, en fait. Et on a la connexion spirituelle. Ça, je pense que c'est un point très délicat parce qu'on a les sujets religion, surtout en France, c'est un peu tabou. Mais la vie, en fait, le bien-être personnel passe aussi à travers la vie spirituelle. Ou spirituelle, ça ne veut pas dire forcément la religion. Ça veut dire avoir quand même la connexion avec à quelque chose de supérieur. Même se promener dans la nature, c'est être en contact avec quelque chose qui est supérieur. Donc, si on a la chance d'être croyant et avoir la foi, tant mieux, magnifique. Si on n'a pas la chance, on est athée ou on croit à rien, bon, il faut quand même essayer de voir cette connexion avec quelque chose qui est supérieur à nous. Parce que ça, c'est être vu, en fait, l'effet de participer à la messe ou quand même, en fait, à des rites religieux, en fait, à des moments des croyants, comment dire, participer, en fait, euh, comment ça s'appelle, pas célébration, euh, oh, désolé, il y a le mot qui me manque après une journée. Euh, Des rassemblements? oui, voilà, participer ou aller à la mosquée ou aller à l'église, peu importe la religion. Mais on a besoin en fait de ça parce que ça, c'est vu en fait, diminue les risques de mortalité. Déjà, des un, parce que si on a la foi, on est protégé, on se sent quand même soutenu par quelque chose d'autre. Et surtout, parce que comme vous disiez, les rassemblements, donc il y a la société, il y a des personnes qui ont les mêmes valeurs et donc on se sent partagé par une autre communauté. Et après, c'est bien de comprendre l'importance de la connexion. Et je suis à la fin de ma présentation parce que la connexion, en fait, c'est comme des vaisseaux.
Si on a des bonnes connexions, le sang est bien oxygéné, les nutriments ils passent facilement et c'est des nutriments vitaux qui passent et c'est facile d'être vraiment de se sentir justement bien nourri. Si par contre, il n'y a pas de connexion, ben, les tissus, en fait, est endommagé et la connexion est mauvaise. Donc, c'est bien de comprendre que la solitude, c'est la souffrance, mais c'est justement à travers les connexions qu'on va essayer de se sentir, en fait, de faire partie d'une société. C'est très joli l'étude une des plus longève étude qui a été menée par l'Université d'Harvard, qui a regardé en fait qu'est-ce qui faisait l'effet d'être heureux après, dans des populations différentes, après 70 ans, après 80 ans, et ils ont vu en fait qu'est-ce qui faisait la différence, c'était pas nécessairement avoir atteint un certain niveau économique, mais ce qui faisait l'effet d'être heureux, c'était vraiment l'effet d'avoir entamé, d'avoir soutenu et d'avoir nourri des relations personnelles satisfaisantes. Donc, c'est ça qui est très important parce que malheureusement, si on a dit en fait que la société de l'abondance crée les maladies de l'abondance, ben c'est vrai que par rapport à il y a quelques temps, on est malheureusement de plus en plus égoïste, individualiste, et donc il y a beaucoup moins ces liens de connexion avec les autres, avec les autrui, parce qu'on est méfiant, parce que, et c'est vrai, il y a des gens qui sont très mauvais, donc on est de plus en plus enfermé vers nous-mêmes. Et cette possibilité de se connaître, si on a la chance d'avoir justement autour de nous des personnes qui méritent cette connexion, il faut vraiment essayer de la nourrir. Et voilà, je termine avec cette phrase de Usain Bolt et try to lead, de conduire, de donner en fait l'exemple, de faire la différence, donner l'exemple vers les autres. Parce que c'est très compliqué toujours de faire comprendre les changements du mode de vie aux autres. Mais c'est ça, je dis toujours, n'insiste pas, donne l'exemple et les autres vont te suivre.